Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureuse de vous retrouver. Je suis très heureuse d'être accompagnée d'Hélène Kounz, directrice des programmes finance de l'INSEC Campus Paris. Bonjour Hélène. Bonjour Estelle. Comment tu vas? Écoute, super bien. Très honorée d'être avec toi cet après-midi, ici à Station F. Merci. Est-ce que tu pourrais te présenter et me dire ton parcours aussi? Oui, donc je suis Hélène Kounz. J'ai 54 ans et depuis bientôt 10 ans, je travaille dans une école de commerce à Paris, à temps plein, en tant que professeur permanent, mais aussi directrice des programmes. Donc, je suis venue en France dans le cadre de mes études il y a maintenant 33 ans. Donc, mon école aux États-Unis avait un programme d'échange avec Sciences Po Paris et j'avais la possibilité de venir ici un semestre en étant août 1991. D'accord. Donc, je suis venue avec ma maman. On était Paris 6. J'étais attendue par l'école. C'était très excitant. Et mon premier semestre s'est super bien passé. Donc, j'étais très à l'aise. J'étais au fait... alors, j'ai fait un programme de 4 ans, donc Bachelor of Science and Finance. Et je voulais rester. Comme j'étais bientôt un étudiant sortant, j'avais la possibilité d'avoir une convention de stage, comme mes étudiants maintenant. Et donc, j'ai postulé un peu dans toutes les banques américaines à l'époque, sur Paris, et j'ai été prise en stage par JP Morgan à Place Vendôme. Il faut savoir que à cette époque-là, c'était une banque avec un niveau, ce qu'on dit triple A. C'était avant la fusion avec la banque Chase. Et j'étais tout de suite prise en salle de marché. Donc franchement, quand les gens me disent « Mais oui, mais je ne comprends pas pourquoi tu es restée à Paris. » J'avais 21 ans. Je travaillais à Place Vendôme en salle de marché pour valider mon diplôme. C'était juste top. J'ai vécu une très belle expérience en démarrage de carrière. Mais il faut savoir que j'avais identifié très tôt que je voulais travailler dans le secteur bancaire. Et j'ai fait des études de banque. Donc, de ce point de vue, je n'ai pas loupé ma vocation. D'accord. J'ai loupé plein d'autres choses, mais ça, c'était plutôt dans le mire. Et de fil en aiguille, j'ai travaillé dans d'autres banques, toujours des banques institutionnelles. Hein. Je n'étais jamais en agence. J'ai travaillé dans les banques d'affaires. Donc, JP Morgan, après CIC, après le groupe Natixis qui avait des moult changements. Et puis, j'ai fini ma carrière corporate à la Bourse de Paris, Euronext, qui est donc le stock exchange. Voilà. Bon, pour ton parcours académique, tu as fait une licence. Alors, un master. Alors, dans mon histoire familiale, je pense que ça a beaucoup marqué mes choix. Donc, mes parents étaient des étudiants mariés dans une grande école aux États-Unis, Stanford University. Donc, je suis née au campus, dans le CHU universitaire de Stanford. Mon père était d'ailleurs à la fac de médecine. J'ai aussi mes deux frères. Donc, quand j'avais 5 ans, mon père a trouvé du travail à New York. Donc, je suis une pure côtière américaine. Donc, je suis née en Californie. J'ai grandi à New York. J'ai eu la chance de fréquenter une très bonne école publique, très compétitive à New York. Et donc, j'ai postulé dans les grandes écoles américaines et j'ai été prise à the Wharton School of Business à University of Pennsylvania, en Philadelphie. Et anecdote, j'étais de la promo en 1992. La promo 1992, c'était la première promo de Wharton School qui a tout juste dépassé 20% d'effectifs femmes dans les promos. Alors, c'est toujours quelque chose un peu étonnant parce que, si vous voulez, si tu veux, Estelle, cette statistique ne me préoccupait pas. Ça préoccupait d'autres personnes, mais toi, ça ne te préoccupe pas. Moi, je trouvais que j'avais toute ma place, j'étais à l'aise. Et comme j'avais identifié un métier de banque très tôt, j'étais très heureuse d'être là. D'accord. Tu as dit que tes parents donc, étaient étudiants, mariés. Donc quand oui, mais au niveau doctorant. Oui, au niveau doctorant. Donc tes parents, ils t'ont aussi toujours soutenu, j'imagine, dans les études, ou Alors, toujours poussé à faire les études? C'était autre chose encore. C'était dans ma famille, ce qu'on fait, c'est les études. C'est pas vraiment. Je ne sais pas. On s'identifie beaucoup dans les études. D'accord. Donc,
c'était, comment dire, la proximité avec l'école de manière générale, c'est quelque chose qui était familial. Voilà. Ok. Et tout le monde poursuit des diplômes, des grandes études. Ok, très Donc, bien. je ne sais pas, c'est intéressant parce que je n'ai jamais trop songé quelle aurait été ma voie si ce n'était pas dirigé par les diplômes. Ok. Je ne sais pas. Je ne peux pas imaginer une vie sans les diplômes que j'ai fait. Alors, après, donc j'étais en banque et j'ai mentionné à ma mère que il y avait des programmes de MBA ici à Paris. J'étais installée à Paris à cette époque-là. Et elle m'a tout de suite dit, tu fais un MBA, je te paye ton MBA sans problème. Ok. Donc là aussi, c'était un peu parce que quand je dis c'est familial, c'est aussi où va l'argent dans une famille. Oui. J'aurais pu lui demander, je veux faire les soldes. Elle dit, ben, c'est good luck. Mais dès que c'est un diplôme, elle savait aligner les fonds. Donc, j'ai fait un executive MBA à ESSEC. Ok. Ah, oui, je connais. Et j'en parle parce qu'on a fêté nos 25 ans de promo ce dernier week-end. Et donc, ESSEC est très connu, c'est une grande Oui. école en France, mais le programme Executive MBA était un peu nouveau à cette époque. On devait être le 4e ou 5e promo. On était une petite quarantaine et ça s'est fait au CNIT à La Défense. D'accord. Donc, Ok. ça s'est très bien passé et ça demeure un très bon souvenir. Et j'en ai parlé avec ma fille ce week-end. Elle m'a posé la question, maman, est-ce que tu penses que tu aurais pu être directrice sans ce diplôme-là? Et la réponse est absolument pas. Oui, ça c'est clair. Oui, parce que plus qu'on avance dans les études, plus qu'on est crédible vis-à-vis le futur employeur pour décrocher un poste de responsabilité et un poste de direction. Oui, mais en France, c'est aussi un pays de diplômes ici. Ah ben, je pense Comparé que c'est un aux phénomène États-Unis, je pense. mondial parce que beaucoup de choses sont désormais mondialisées. Tu vois, moi, je travaille dans une école parisienne, je veux bien, mais plus qu'on regarde la structure actionnariat de cette école-là, plus qu'on voit que c'est franco-anglais avec des investisseurs d'un peu partout. Donc, on est dans un monde pas que multiculturel, mais aussi en termes de structure corporate, il y a une mondialisation de ça. Même le classement des écoles est mondial. Il n'y a plus l'idée que votre école peut avoir un classement que sur le territoire français. C'est forcément au minimum européen Oui. et sinon mondial. Ok. Donc, tu es directrice de l'INSEC. Comment ça se passe? Comment on fait pour devenir directrice d'une grande école? Alors, je suis devenue directrice un peu au hasard et ok. surtout malgré moi parce que j'étais heureuse en banque et je me battais pour les postes que j'avais en banque. J'avais des difficultés personnelles. J'étais mariée, j'ai eu ma fille quand j'avais 29 ans et j'ai divorcé de son père quand elle était petite. Voilà, j'étais un peu seule avec une nourrice à quasi temps plein. Moi, je me souviens, une fois, j'avais un petit différend avec une copine américaine qui m'a dit oui, mais Hélène, tu te crois quand même très intelligente. Et je dis je pense pas. Me voilà seule avec cet enfant-là et j'ai la moitié de mon salaire qui part tous les mois en frais de garde. Donc non, je ne me crois pas très intelligente, t'inquiète pas. Donc, de fil en aiguille, on a pu arranger les choses, mais bon, ça c'était un petit bémol. Quelques années plus tard, je me suis remariée avec un homme vraiment adorable. On était très heureux ensemble pendant 8 ans et malheureusement, il est mort. Il est mort très jeune en 2016. Ouais. Il était chouette, mais malade. Okay. Ouais, voilà. Donc, je te raconte ça parce qu'il y a un peu un tandem. On peut imaginer qu'on a ces silos, ta vie personnelle et ta vie professionnelle, mais malgré tout, il y a des aléas de la vie. Oui. Donc, c'était quoi ta question déjà? Comment tu as fait pour devenir directrice? Ah oui, ok. Donc, alors, quand j'ai quitté la bourse, j'avais 19 ans d'ancienneté. Ok. J'ai eu la chance et le luxe de ne pas avoir travaillé pendant presque 2 ans. Ok. Donc, voilà, les packages m'ont permis de ne pas travailler. Et c'était vraiment du temps béni pour moi, pour ma fille, de me refaire, de me reconstruire. Au début, je n'ai pas vu ça comme ça. J'ai vécu ça un peu comme un échec.
Et c'est difficile de dire, il y a des décisions prises par les entreprises qui ne sont pas une approbation ou pas de tes compétences ou tes capacités. Oui. C'est juste des restructurations qui doivent se faire. J'étais toujours dans les équipes opérationnelles. Quand une équipe opérationnelle est délocalisée, par exemple, tu n'es pas obligé, ou peut-être c'est même pas possible, de suivre dans un autre pays carrément, ce qui était le cas. Donc, ça m'a fait du bien, même si c'était anxiogène au début. Et à un moment donné, il fallait que je retravaille quand même. Je me suis dit, jamais plus jamais plus aller dans du corporate. Donc, j'ai envoyé mon CV un petit peu à toutes les écoles, toutes les écoles, grandes et petites. Hein. Et tout le monde m'a rappelé. Parce que j'ai une compétence un peu spécifique sur un logiciel financier qui s'appelle le Bloomberg. Et il y a beaucoup d'écoles qui ont ce logiciel, pas forcément des compétences internes pour pouvoir animer un cours sur ce logiciel et de surcroît en anglais. Donc, j'ai eu de la chance sur ce coup-là. Ça m'a permis de découvrir la France aussi. Hein. Oui. Moi, j'avais des écoles qui m'ont pris pour des missions à Grenoble. Je suis allée à Grenoble, à Lille, Strasbourg. Je suis allée à Bordeaux et à Lyon. Ah, Lille, j'ai fait mes études là-bas. C'est bien. J'étais moi-même à la Cato de Lille. Ah, ok. Oui, ça c'est... Donc, c'était des missions courtes. J'étais toujours vacataire. C'était un peu précaire malgré tout. C'était à la fois prestigieux, mais précaire parce que, bon, c'était juste quelques heures d'ici là. Et de fil en aiguille, j'ai pu faire ma place sur les sujets administratifs qui demandaient un temps plein. Ok. Du fait de ta fonction, est-ce que là où tu en es arrivé, est-ce que tu penses que tu as réussi? Est-ce que tu pourrais me donner ta définition de la réussite? Alors, je pense qu'il ne faut pas s'auto-proclamer réussite parce que souvent, on a des facteurs clés succès, n'est-ce pas? Ok. Des KPIs, famous Key Performance Indicator. Donc, ce n'est pas moi qui dis que je réussis, c'est plutôt le fait que je me maintiens en fonction. Ok. C'est-à-dire, des KPIs que j'ai moi, très clairement, c'est pareil hein, dans toutes les écoles. J'ai beaucoup d'étudiants. Et d'une année à l'autre, j'ai de plus en plus d'étudiants. Donc ça, c'est un gage de ma capacité à tenir le département, être crédible face aux trois publics que j'ai, c'est-à-dire des étudiants, les intervenants et le staff et la direction. Okay. Donc voilà, donc de ce point de vue, c'est plutôt, je dirais, dans les attentes et aussi dans les écoles, le type de diplôme que nous on déploie, c'est un titre RNCP, c'est Ministère de l'Emploi. Donc, est-ce que mes jeunes trouvent du travail? Oui. OK. Donc, à 94%, à 6 mois après la diplomation, ils sont en CDI. Donc, du point de vue des gens qui définissent eux-mêmes c'est quoi les critères de réussite, je suis dans les clous. Okay. Ça va. Ça n'exclut pas qu'il y a des moments où c'est difficile, on peut avoir un ou plusieurs étudiants en difficulté. Il y a parfois des jeunes qui n'arrivent pas jusqu'à la diplomation. Ce sont des irritants, des frustrations. Oui. Et évidemment, j'ai de la chance, il y a toujours des jeunes qui réussissent et qui vous font part de leurs remerciements qu'ils ont été soutenus. Est-ce que tu as été confrontée à certains défis tout au long de ta carrière? Je pense que le plus grand défi, c'était... peut-être, alors je ne suis pas du tout isolée pour ça, hein, à conjuguer vie de maman et la vie professionnelle. Donc, il y a à un moment donné des choix à faire qui ne sont pas forcément des bons choix. Je pense qu'il faut toujours privilégier l'enfant parce que le résultat de l'enfant va jouer toute votre vie alors qu'un job, c'est un peu... éphémère malgré tout. Mais j'essaie quand même de mettre mon travail à sa juste place et que ça n'envahit pas ma vie. Ok. Hélène, nous arrivons au terme de cette interview. Ok. Quel conseil que tu donnerais à des jeunes qui souhaiteraient se lancer dans le secteur de la finance? Pour le secteur de la finance, oui. Il faut avoir des attentes réalistes. Et c'est pas négatif de dire ça, mais par exemple, les salaires dans les banques sont connus.
Oui. ou peuvent être connus. Il y a des grilles de salaire. Donc, le salariat n'est pas une façon de devenir riche. Oui, Le salariat est une manière d'avoir une stabilité. une vraie stabilité qui vous permettrait peut-être de faire autre chose Oui, plus tard. Donc, je trouve qu'en finance, surtout mes compatriotes américains, n'est-ce pas, de Hollywood, qui font des films, ils sont très efficaces pour véhiculer des images, des choses complètement farfelues, inatteignables, mais souvent c'est tiré des vraies histoires. Par exemple, quand je suis entrée à Wharton, le film qui était à la une, c'était le film Wall Street. ah oui, ouais. Voilà, avec un personnage incroyable, avec des résultats incroyables. C'était basé sur des faits réels. Mais bon, même chose, le Loup de Wall Street, c'est une vraie histoire. Mais derrière ces histoires qui sont des épiphénomènes, il y a des dizaines et des dizaines de milliers de gens qui travaillent dans les industries bancaires, qui ont besoin des personnes droites, qui sont à l'aise avec des calculs et qui n'ont pas de problème pour être justes et honnêtes. Oui. Et je trouve que dans l'ensemble, ces industries-là arrivent à fonctionner correctement parce que ça fait partie du tissu économique de tous les pays quand même. Oui. Donc, on donne l'impression que travailler en finance, voilà, c'est le Far West, c'est du n'importe quoi, c'est des spéculateurs ou quelque part que l'intention Oui, n'est pas bonne. Alors que souvent, c'est des compétences où tout qu'on fait, l'intention est très éthique et très louable. Par exemple, moi, je forme des jeunes. Un jour, je serai moi-même à la retraite ou moi-même pour le retour d'investissement. Il faut aussi qu'on peuple les banques avec des gens bien, qui ont leur place. Et vous savez, à l'école, on est dans la formation, mais on éduque aussi. oui. Donc, j'essaie d'interpeller les jeunes. S'ils sont vraiment à ce point animés par l'argent, paradoxalement, il faut qu'ils fassent autre chose que la finance. Ah, ok. Mais oui. Moi, l'image que j'ai de la finance, c'est l'argent, l'argent, l'argent. Oui, mais c'est pas très réaliste. Bah, c'est ce qui nous montre quand même. C'est ce qu'on nous Oui. montre, ça je comprends bien, mais Ouais. aussi, là je parle quand même des métiers. Oui. Maintenant, quelqu'un par exemple, j'ai beaucoup de jeunes qui ont leur compte Bitcoin, qui ont des comptes Boursorama, qui suivent la bourse par intérêt. Ça c'est super. Encore, c'est pas pour devenir riche, mais c'est pour avoir de l'argent supplémentaire et surtout s'interroger sur l'économie réelle, être acteur dans l'économie réelle. Vous voyez, on peut quand même faire ça sans pour autant dire c'est la voie pour devenir riche. Je trouve que ce mot n'est pas Approprié. n'est pas approprié. Et ça donne beaucoup de fausses impressions. Alors que si vous faites une belle carrière en banque, vous serez toutefois à l'aise. Oui. Tout à l'heure, tu m'as dit le métier de ton père. Que fait ta mère du coup? Alors maintenant, elle est très âgée, elle est à la retraite. Mais quand elle était à Stanford, en même temps que mon père, elle a fait le fac de Education, donc le fac pour devenir elle-même professeure. Et il faut savoir que on est dans l'année 1969 aux États-Unis. Elle ne pouvait pas faire n'importe quelle fac, au fait, à l'école. Les femmes étaient cantonnées à soit la fac de infirmerie, soit la fac de académique. Ok. C'était ça son choix. Et donc, elle spécialisait auprès des jeunes enfants. C'est pas tout à fait la périculture, mais c'est juste après, pour les petites classes. C'était sa spécialité. D'accord. Tu as des frères et sœurs? Alors, j'ai deux grands frères. J'ai mon premier frère qui était sous les pas de mon père. Il est médecin. Il est médecin dans le New Jersey et il gère un hôpital. Il a carrément construit un hôpital et il gère cet hôpital. Mais Ah, oui, ok. mais oui. Dans le New Jersey du Sud. Ok. Et ta famille? Et mon deuxième frère, Oui. il est présentateur à la télé depuis 30 ans. Il fait une émission qui s'appelle Good Morning Connecticut,
qui est l'émission juste avant Good Morning America sur CBS. Donc, toute sa vie d'adulte, il a dû se lever super tôt et son émission, c'est de 4h à 9h du matin. Donc, il était en heure décalée, mais quand il était jeune journaliste, il commençait sur le terrain. Donc, il suivait des orages ou des personnes politiques. Il était vraiment sur le terrain. Et avec un peu plus d'ancienneté, il est devenu sédentaire à la chaîne, tout simplement. Donc, il est à la une tous les matins de bonne heure. Wow. Et c'est très marrant parce qu'on se ressemble pas mal. C'est un peu compliqué de se balader avec lui dans le Connecticut parce que les gens ont l'impression qu'ils connaissent les personnes qui passent à la télé. Oui. Donc, il est un peu accaparé chaque fois qu'on se voit ensemble. Voilà. Tu es 100% afro-américaine. Tu as des origines... Alors ça, c'est une bonne question. En tout cas, je sais que ces questions de mixité préoccupent en France différemment qu'aux États-Unis. Oui. Mais moi, j'ai des origines aussi amérindiennes. Okay. Donc, des milieux des États-Unis. Mon père était de l'Arkansas. Donc, ce sont des peuples élargis qui s'appellent les Seminoles. Et c'est très drôle parce que parfois, même ici à Paris, je peux croiser un autre Nord-Américain. Oui. Il sourit. Je vois la denture. Je dis, Texas? Il dit, Arkansas. Juste à côté. Vous voyez? Donc, c'est quand même des peuples... assez proches. Assez proches. Et c'était une mixité, comment dire, dans de très, très grandes difficultés. Il y avait 500 tribus aux États-Unis qui ont été décimées, qui sont réduites à une peau de chagrin, qui sont désormais sur des espaces qui s'appellent des réservations, qui doivent être protégés tellement ils sont peu nombreux de nos jours. Donc, c'est assez terrible quand même. Donc, tu es très engagée pour tout ce qui est peuple amérindien autochtone. Je ne suis pas... Tu es très préoccupée par ça. Je ne suis pas engagée parce que, malheureusement, ce sont des histoires brisées avec... ce n'était pas à ce point bien documenté à l'époque. Toutes ces histoires, c'était un peu le fruit du hasard et aussi le fruit d'une très grande détresse. Donc, ce n'était pas très bien documenté, malheureusement. D'accord. OK. Donc, comme on l'a dit, donc, tu es directrice des programmes. De quelle région du monde viennent des étudiants internationaux, en particulier? Oui, parce que c'est vrai qu'on a peut-être 70 à 80% de nos effectifs qui sont des étudiants nationaux, qui sont français, qui ont postulé au programme en langue française. Mais on a effectivement des recrutements internationaux, et donc des recrutements internationaux, pardon. Et la plupart de nos jeunes, je parle juste pour mon école, c'est peut-être différent dans d'autres écoles de groupe, mais j'accueille beaucoup de jeunes de la francophonie élargie. Donc, par exemple, pas mal d'étudiants du Vietnam, de Sri Lanka, qui était une partie francophone pour peu de temps, mais bon, il en reste, et beaucoup aussi de Afrique centrale et Afrique de l'Ouest. Okay. Donc, j'ai des contingents de jeunes sénégalais, des Ivoiriens, Cameroun, les deux Congo, Gabon. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des pays qu'on voit très rarement, voire presque jamais. Lesquels? Centrafrique. Ah oui. En 9 ans, j'ai eu exactement 2 étudiants de Centrafrique. Oui. Le Niger, j'ai eu de mémoire une étudiante seulement du Niger. Donc, je ne sais pas si c'est les voies de recrutement. Voilà, il y a des personnes qui sillonnent le monde pour faire connaître l'école. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir qu'on a, d'une année à l'autre, des étudiants de certains pays et parfois pas du tout d'autres pays. Oui, généralement, ils viennent de Côte d'Ivoire, du Sénégal, j'imagine. Oui, Togo. Nigeria? Alors, Nigeria, peu, parce que ça, vous voyez, c'est plutôt des anglophones. Oui. Et je pense qu'il y a des voies de recrutement pour d'autres écoles. Okay. Mais en tout cas, ils ne sont pas exclus, c'est juste qu'on ne peut pas... je pense qu'on ne peut pas prospecter tout le monde. Oui. Alors, peut-être les gens ne savent pas, parce qu'on parle quand même
un peu de l'immigration en France, il ne faut pas oublier les écoles, toutes les écoles. Hein. Oui. Toutes les écoles voyagent à l'étranger. Il y a des équipes, c'est leur travail d'aller, entre guillemets, hein, draguer les étudiants à l'étranger, faire savoir que nos écoles existent, vont dans les salons et présenter nos écoles. Donc, c'est étonnant parce qu'une fois qu'ils arrivent, il faut aussi que le niveau d'accueil suit le fait qu'on est allé les chercher, Oui. quand même. Oui, oui. Concernant du coup la finance, le domaine, est-ce qu'il y a des compétences ou des qualités à avoir pour travailler dans la finance ou être étudiant en finance? Oui. Alors, ce qui marche bien, c'est il ne faut pas être fâché avec le matin. Avec quoi? Le matin. C'est-à-dire, il faut être du matin. La plupart des jobs en finance requièrent qu'on arrive tôt au bureau. Okay. Donc, si vous ne pouvez pas être quelque part qu'avant 10 heures, il faut être peut-être start-upper ou je ne sais pas dans quel métier ça passe, mais en finance, ça ne passe pas. Donc, quand j'ai des étudiants qui sont systématiquement fatigués en cours à 8h30 ou ont des très grosses difficultés pour arriver à l'heure, ça va être juste un calvaire pour eux, ça va être un gros bémol en entreprise. Premier point. Okay. Deuxième point, c'est il faut aimer Excel et d'autres logiciels où c'est que des chiffres. Et il ne faut pas s'ennuyer des chiffres. C'est-à-dire, parfois j'ai des jeunes qui me disent, on finit quand avec les chiffres? Je dis, non, là on fait des chiffres là. Donc il faut que ça soit confortable et pas un effort de calculer des choses. Et si on se retrouve à se calculer la même chose 3, 4, 5, 10 fois, sans comprendre l'erreur ou sans pouvoir, j'aime bien ce mot, mais c'est de contextualiser l'erreur, ça pose problème. C'est-à-dire, ils ont du mal à suivre la logique à un moment donné. Et puis, il ne faut pas non plus être fâché avec l'anglais. Parce que même si on a des programmes 100% francophones, la promesse de vente, c'est que voilà, le programme est en français. Il y a beaucoup de termes qui se baladent en anglais. Il ne faut pas que ça décourage. Il faut lire aussi? Il faut lire énormément, mais c'est surtout la curiosité intellectuelle dans les métiers. Et peut-être moi, c'était plus facile pour moi parce qu'on n'avait pas la distraction des réseaux sociaux. Il n'y avait pas encore Internet à mon époque. Donc, on part du principe qu'il faut avoir des bonnes bases, il faut avoir une culture générale en finance. Il faut être passionné aussi. Il vaut mieux être passionné. Oui. Parce que je l'ai dit aux jeunes, j'ai dit, attention, vous aurez affaire à des gens comme moi, qui depuis 8 ans voulaient travailler dans une banque. Le jour où je suis arrivée, j'étais imbattable. Mais oui, mais attendez, il y a des gens qui me demandaient en douce comment se servir de leur calculatrice programmable. Évidemment, je savais. Parce que j'étais à l'aise, mais c'était un plaisir pour moi. Oui. Vous voyez, et d'autres personnes étaient là. Si vous êtes là vraiment juste à demi-cœur, ou parce qu'on vous a pistonné, vous êtes là un peu... Enfin, c'est pas... la passion ne vient réellement de vous. Tôt ou tard, on est rattrapé par ce genre de choses. Oui. Et je trouve que les jeunes, après, ils sont un peu aigris. Ils sentent qu'ils ont perdu du temps. Non, mais ils sont aigris, ils ont raison. Ils ont perdu du temps. Ils ont raison. Et il faut qu'ils trouvent quelque chose qui leur plaît réellement. Tu disais que l'anglais, donc c'était important dans ce domaine. Oui. Donc le fait d'être américaine, ça t'a aidé, ça t'a donné un plus? Oui, ça dans m'a ta donné carrière. évidemment un plus, mais surtout ici en France, parce que la France n'était pas aussi bilingue que d'autres pays en Europe, comme par exemple les Pays-Bas, où on parle très aisément anglais. Oui. Donc, oui, je pense que... Alors, si je fais bien mon chiffre, attendez, je vais vous dire... Je travaille depuis à peu près 31 ans en France. J'ai connu exactement 4 mois de chômage en 31 ans. Oui, j'ai employé partout. Mais à mon époque, c'était avant que l'anglais n'envahisse le monde. Oui, ok. Donc, c'était un réel plus. De nos jours, je ne suis pas sûre que c'est à ce point un réel plus, mais peut-être. Peut-être. Oui, ça peut l'être quand même. Oui. Parce que généralement, les gens que je rencontre, généralement, même moi, on a un anglais intermédiaire. Oui. Basique. Mais quelqu'un qui parle de manière courante anglais et français... Oui, c'est ça. mais de nos jours, j'oserais dire c'est peut-être plutôt le mandarin et le cantonais. Oui.
qu'il faut Les aussi langues parler. orientales. Mais oui, donc c'est pas, enfin, je sais pas, anglais de nos jours, c'est plus un acquis. Ok. Attends, je voulais rajouter une autre question. Je sais plus ce que je voulais poser comme question. Alors peut-être aussi sur, par exemple, sur ces difficultés de trouver une passion dans le métier. Ah, J'ai toujours cette anecdote où on prend une filière comme audit, audit et contrôle de gestion. J'ai beaucoup de classes, 6 ou 7 classes, de 40 étudiants chacun. Et moi, je pars du principe que tous les masters se valent. La question, c'est plutôt qu'est-ce que le jeune fait là? Est-ce que le jeune a fait le tour de lui-même ou d'elle-même? Donc, par exemple, en audit, parfois, en fin d'année, je vois qu'il y a quelqu'un qui a réellement affirmé sa vocation, qu'ils ont envie de travailler dans ces milieux-là pour sa carrière. oui. Et c'est super, c'est très rassurant de voir que quelqu'un a fait un réel choix. Oui. Mais en même temps, j'ai des jeunes qui prennent un mur et malheureusement reculent quelque part. Alors, vous voyez, ils sont dans la même classe. Oui. Ils ont les mêmes intervenants, le même contenu pédagogique du cours, le même planning, même calendrier, mêmes examens. Comment se fait-il qu'il y en a quelques-uns qui ont trouvé leur voie et d'autres qui se sont perdus encore? Ouais, c'est étonnant parce que moi aussi, jusqu'à ce que je puisse m'orienter vers le domaine des relations presse, je me sentais perdue. Parce que mon frère, par exemple, il a fait des études d'architecture. Oui. Il a toujours su qu'il voulait faire ça. Donc, il est en master 2 d'architecture. Voilà. Mais moi, j'ai toujours été à droite, un peu à gauche, un peu de droit, un peu de sciences politiques, un peu de relations presse, etc. Oui. En fait, j'ai besoin de découvrir Oui. avant de me dire, Ça, c'est bien. je veux faire ça. Je ne peux pas me jeter comme ça dans le vide et me dire, je pense que la communication, c'est bien, et me dire, je vais faire de la communication. Je ne peux pas. C'est clair. Et aussi, la personne qui va diriger votre programme ne peut pas valider parce que à partir du moment où on arrive au master, on ne peut plus être en découverte. Donc, quand j'interroge les jeunes qui ne sont pas bien dans leur programme, je dis, mais comment se fait-il que vous êtes là déjà? Ils vont dire, on m'a dit que c'est bien. Ou j'ai un oncle qui est auditeur, il a une très belle voiture, je me suis dit que c'est trop court comme réponse. Et beaucoup de jeunes, ils n'ont pas été incités à faire le tour d'eux-mêmes pour savoir réellement ce qu'ils souhaitent faire. Donc, ça, c'est intéressant. On ne peut pas laisser une jeune avec trop peu d'expérience ou trop peu d'intérêt faire parce qu'ils vont être juste, entre guillemets, bouffés par une classe des personnes complètement passionnées. J'ai un programme qui s'appelle marché financier et trading. Et je peux vous dire que ça, c'est des jeunes qui ont des comptes Boursorama ou Bitcoin depuis 5 ou 6 ans. Ils sont dedans. Donc, la personne qui me dit, ils ont un autre background, mais ils veulent découvrir les marchés financiers, je dis, OK, combien ça vaut le CAC 40? Je ne sais pas, madame. Je dis, c'est pas grave, on peut ne pas connaître. C'est quoi le CAC 40? Je ne sais pas. Je veux justement faire des cours pour savoir. Et je veux dire, mais vous voyez bien, je ne peux pas vous mettre avec 29 autres personnes. Pour eux, c'est leur quotidien en hobby depuis 5 ans. Ça va vous mettre en difficulté. Oui. Souvent, ils comprennent. Parfois, ils trouvent que c'est une injustice pour eux. Ah bon? Oui. Mais c'est à ne pas comprendre. C'est pas grave. On est quand même dans l'accompagnement. Oui. On ne veut pas les mettre en difficulté, mais il faut que ça soit... Il faut qu'ils aient des bases quand même. Oui, il faut qu'ils aient des bases pour être à l'aise. Et quand ils n'ont pas les bases, je dis, mais ne m'attendez pas. Il faut aller chercher l'information. Oui, mais documentez-vous. Oui. Nous, on livre X centaines d'heures de programme par an pour valider un master. Mais il y a quelque chose qui vous passionne. Surtout, allez-y, parce que... allez-y. Ils sont un peu attentifs vis-à-vis de l'école. Et dès que la cause s'arrête, ils ferment le bouquin. Oui. Ça ne peut pas être comme ça. Parce qu'ils vont être vite... lassés.
ils vont être lassés, ils vont être dans la frustration, ça va être un énorme irritant, et puis face à un futur employeur, il y aura un problème de crédibilité. Mais c'est pour ça qu'il faut avoir des activités à côté. Faire des choses en rapport avec... Mais oui. Pas que se contenter que Mais par soi-même. Voilà. Ouais, c'est ça. Est-ce que le domaine de la finance est un domaine assez très masculin? Et est-ce que tu as été confrontée à du sexisme, par exemple? Alors, je pense qu'il y avait une misogynie ambiante Oui. dans les banques d'affaires que j'ai travaillé. Quelque part, j'étais au courant de ça. C'était d'ailleurs avant tout le mouvement de MeToo. Mais je partais du principe, Estelle, pardon, que j'avais mes diplômes. Okay. J'avais plutôt des bonnes notes. Okay. Et que j'avais toute ma place. Ah. Et... Donc, tu t'es jamais confrontée... mais si, tous les jours. Si, confrontée, mais tu si, ne t'es tous les jamais... jours, madame. Mais je m'en fichais ou je faisais abstraction de ça. Parce que c'était juste leur problème. Ce n'était pas mon problème. Okay. Moi, j'exerçais mon métier du mieux que j'ai pu. Je n'étais pas là dans des bêtises. Mais il faut avoir une force de caractère pour ça. Parce que c'est pas tout le monde qui fait abstraction. C'est pas tout le monde qui arrive à faire abstraction de ça. Mais et de se dire c'est leur problème, c'est pas mais tout le monde. Oui, mais est-ce qu'ils ont essayé aussi? Je ne sais pas. Parfois, je trouve que je ne suis pas sûre qu'on pose toujours des bonnes questions à des jeunes femmes ou comment on les oriente. Oui. C'est-à-dire, alors c'est très terrible pour moi en fin d'année. Les jeunes sont en train de voir pour des CDI là. Oui. On est dans des stéréotypes carrément qui sont véritables dans la vraie vie. Des jeunes hommes viennent dans le bureau. Ils ont 2-3 offres, ils vont arbitrer par rapport au salaire. Un salaire de départ en finance, ça va être entre 38 000 à 45 000, approximativement. Pour une jeune rentrant sur le marché du travail. Fraîchement diplômée de Master 2, c'est un peu ça la fourchette. Oui. Les jeunes femmes qui viennent me voir dans le bureau, elles savent c'est quoi les grilles. Vous voyez? Parce que on est très conditionné. Je pense que c'est dans toutes les cultures pareilles, tous les continents pareils, toutes les civilisations pareilles. Une femme qui se préoccupe de l'argent, c'est un problème de personnalité. Alors que c'est dans les attentes d'un jeune homme qui se préoccupe de son salaire. Et donc, je pense qu'il faut, je sais quand même à mon petit niveau, et tout modestement, que les jeunes femmes essaient de voir que, ma foi, à Bac+5, c'est légitime que vous vous préoccupez de le salaire de départ, sans apologie, sans reculade, sans... Voilà, c'est même normal. Oui. Et pas anormal. Mais... Et je comprends, hein, elles sont confrontées à ça, ou du racisme, du sexisme. Ça peut être blessant, ça peut être traumatisant. Il y a des personnes qui peuvent se dire, bon, je ne veux plus travailler dans ce secteur. Oui, alors, il y a une phrase qu'on dit, c'était une actrice hollywoodienne qui disait ça, qui disait, toute personne qui peut être découragée doit être découragée et faire autre chose. C'est-à-dire, là, tu me parles d'une force de caractère. Je ne suis pas marathonienne non plus. Je n'ai pas grimpé Everest. Je suis juste là, une dame là, avec une maman, avec un job. C'est aussi une autre façon de le voir. Peut-être toutes ces choses dont on parle, c'est pas à ce point insurmontable. Oui. Peut-être c'est juste normal, c'est la vraie vie. Et il faut aussi s'y attendre. Oui. Au lieu de dire, c'est incroyable. Il ne faut pas être choqué. Pas être surpris. Pas à ce point, en tout cas. La misogynie en banque, surtout en banque d'affaires, est très connue. So what? Peut-être on y prête trop d'intention aussi. Peut-être il ne faut pas jouer à ce jeu-là. Il faut juste se concentrer sur les métiers et ne pas se préoccuper des hommes. Ils attirent l'attention sur eux avec ce comportement. Tu vois un peu ce que je veux dire? Oui. C'est comme, je t'avais dit une fois, avec ma fille, on a un projet. C'est surtout son projet qui s'appelle Décoloniser les cheveux. Décoloniser, OK. Donc, une fois, j'avais une collègue au bureau qui m'a dit, oh là là, j'espère que ce truc-là, c'est pas un truc de woke, tout ça, le wokisme qui est très mis à mal de nos jours, OK. Mais j'ai dit, mais
on se préoccupe non pas de l'ancien colonisateur, c'est l'ancien colonisé qui nous intéresse. Oui. Donc, tu vois un peu ce que je veux dire. Peut-être les femmes peuvent juste faire leur vie professionnelle dans une banque, avec ou sans des messieurs misogynes autour. Oui. L'abstraction. L'abstraction et la positivité. Et là, Positivité. mais oui, Être positif. oui, on n'est pas obligé de se mettre des barrières. s'engouffrer Ok. dans la négativité. Je vois ça beaucoup dans les classes. Parfois, il y a beaucoup, une classe d'étudiants, 30 ou 40 étudiants, ils ont presque un ADN collectif. Ok. Et c'est aux délégués, par exemple, ou d'autres personnes de la classe, de mettre le bon ton, de mettre un ton positif sur leur diplôme. C'est leur diplôme. C'est leur année ou 2 années chez nous. Ils peuvent laisser des petites choses, problèmes informatiques, difficultés avec un tel ou tel revenant, complètement engloutir leur année. Mais ils peuvent aussi dire, c'est pas grave, j'ai eu 15 profs, il y en a un qui j'aimais pas. Oui. Il était là, bon, tant pis. J'ai pas aimé ce cours-là. Mais c'est parce qu'en fait, on se focalise beaucoup sur le négatif. Ça, c'est un Il y a choix. beaucoup de positifs. Ça, c'est Et un ensuite, choix. la seule tâche au tableau, on se focalise sur la tâche au tableau. Mais je pense que ça, c'est une énorme excuse. C'est une énorme excuse, mais on peut aussi ne pas le faire. Oui, mais on veut que tout soit parfait. Je ne suis pas sûre s'ils voulaient à ce point que les choses soient parfaites, eux-mêmes, la qualité de leur contribution, ce sera de dire, sur 15 profs, il y en a 14 qui sont top, et je me contente de ça, c'est aussi la réalité. Si vous dites que on ne peut pas entendre, pas accepter parce que, et après, chaque intervenant est dans leur personnalité. Oui. Donc, il n'est peut-être pas réaliste de dire, sur 15 profs, il y a 15 avec qui j'aurais une affinité ou que je trouvais que son cours est top. Oui. Donc, la perfection, c'est tend plutôt vers accepter des bémols. Steven Spielberg a dit quelque chose sur ce point. Il a dit, une partie de sa réussite en tant que directeur, c'était de accepter les imperfections et de composer avec les imperfections. Le perfectionniste n'est pas... sauf peut-être dans les choses artistiques. Oui. Il y a les JO qui arrivent, oui, ok. Pour les exploits athlétiques, je veux bien Oui. qu'il y a parfaire, ou peut-être dans d'autres domaines. Mais aussi la capacité d'accepter la non-perfection est important pour obtenir de très bons résultats, voire d'excellents résultats. Oui. Ok. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui brûle en toi, Estelle, comme question. Une dernière question qui brûle en toi. C'est quoi? Que tu ne t'endors pas ce soir en disant « Ah, c'est incroyable, j'ai oublié de demander ça. » Ok, vas-y, c'est quoi? J'en ai 2. Ok. Alors, déjà, est-ce que le secteur de la finance, ça rémunère bien? Est-ce qu'on peut... Oui, le secteur de la finance rémunère bien pour plusieurs raisons. Okay. Avoir des gens qui savent bien calculer avec exactitude. Alors, je parle du monde avant IA, avant un déferlant IA massif. Donc, je parle peut-être jusqu'à l'année dernière, 2023. Les suites de ce qu'on va voir maintenant, je ne sais pas. Mais quelqu'un qui peut livrer des documents fiables et justes avec des chiffres est de plus en plus rare. Donc, quelqu'un qui peut agencer des chiffres, faire parler des chiffres. Ok. C'est pas juste que les calculs sont bons. Même un chef d'une équipe comptable, par exemple, peut vérifier que les calculs sont bons, mais aussi pouvoir les défendre, ces chiffres. Ok. Parce que c'est souvent... il y a quand même potentiellement un danger pour l'entreprise si on affirme des chiffres qui sont inexacts. Donc, il faut aussi avoir un bon suivi, une très bonne compréhension de ces chiffres. Donc, ça, c'est une raison pour laquelle le salaire de départ est un peu plus élevé que dans des choses où c'est purement sans chiffres. Oui. Donc, quand j'ai des entretiens avec des jeunes
qui me disent qu'ils ont une affinité pour les chiffres et qui vont faire de marketing ou de com. Je dis, mais challengez-vous quand même, essayez de voir si vous êtes complètement éliminé par les chiffres. Parce que moi-même, regardez, moi je me souviens quand j'étais à l'école, à Wharton School, première année de statistique, fastoche. Deuxième année, premier semestre, je m'en sors. Deuxième année, deuxième semestre, je regarde au tableau, je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Je suis arrivée un peu aux limites de mes propres compétences, mais je me suis poussée au moins pour voir ce que je pouvais faire. Oui. Alors que d'abandonner de si vite, c'est un peu terrible. Moi, je fais un cours de gestion budgétaire, par exemple, et je vais montrer un tableau. J'avais une jeune femme, elle n'était pas dans la filière finance. Elle regarde le tableau, elle dit, mais on va calculer tout ça? Elle a dit, ah ben non, madame, non. Boum, ferme l'ordinateur. 10 minutes après, elle était endormie sur son ordinateur. Mais je trouvais que c'était dommage, parce que peut-être elle se sous-estimait. Et il faut aussi se dire, l'employabilité est quand même plus fort là. Parce que quand on commence à tailler dans les équipes pour un problème de budget, quand même, on ne lâche pas les équipes qui calculent tout. On ne lâche pas les équipes des financiers. Et encore, si on les sous-traite, le sous-traitant, c'est aussi peut-être mes anciens étudiants aussi. Donc, c'est pour ça, l'employabilité, oui. Donc, tout ce qui est calcul, l'exactitude des calculs, défendre les calculs, c'est ça qui fait que les salaires en finance sont un peu plus élevés. Il y a autre chose aussi. Il y a beaucoup de métiers en finance, par exemple, quand moi-même j'étais à la bourse, où on avait régulièrement des introductions en bourse. Donc, ça veut dire qu'on avait accès à une information dite sensible, mais réglementairement. Par exemple, tu as déjà entendu parler de le délit d'initié. Oui. OK. Insider trading, en anglais. Donc, en soi, être initié, c'est pas ça le délit. Être initié, ça veut dire que tu es digne de confiance avec un dossier sensible qui pourrait effectivement, le jour où c'est révélé, ça peut toucher au prix de cette action. Donc, en soi, être initié, c'est bien. Je dis à tous mes étudiants, j'espère que vous êtes tous un jour initiés dans les fonctions où vous êtes quand même cadre, manager. Mais vous ne pouvez pas abuser de cette position d'initié. Donc, vous ne pouvez pas vous servir de ces informations pour s'enrichir soi-même. Donc, souvent, on a quand même des meilleurs salaires pour dissuader les jeunes qui vont voir passer plein de deals, entre guillemets, plein d'introductions en bourse, pour ne pas se compromettre et ne pas tomber dans le panneau de commettre une faute lourde et grave qui est le délit d'initié. Ça s'explique comme ça. On arrive à la fin. Merci. Quels sont les avantages et les inconvénients de travailler dans le secteur de la finance? Est-ce qu'il y aurait des Alors, je ne avantages travaille et des plus dans le inconvénients? secteur de la finance. Hein. Oui. Je travaille en secteur de... Alors, what's it in French? De la formation. Oui. Donc, je suis plus en formation école de commerce privée. Oui. Ça, c'est le secteur dans lequel je travaille maintenant. Mais avant, c'était l'épanouissement personnel. Mais tout et chacun a le droit de savoir dans quelle industrie ils ont envie de travailler et comment. C'est-à-dire, les jobs avec un caractère très corporate, ça correspondait à ma personnalité. Mais il y a des gens qui sont plus entrepreneuriales, qui ont du mal avec des schémas un peu stricts en corporate. Il ne faut pas qu'ils y aillent, il faut qu'ils fassent autre chose. Oui. En banque aujourd'hui, si vous êtes un profil corporate, il y a juste des milliers de jobs pour toi. Mais si tu es un jeune financier qui n'aime pas corporate, il y a par exemple des néobanques, des startups en banque, Oui. les Lydia, les comptes nickel, bon, maintenant ça se industrialise un peu, tout ce qui est un peu Revolut. Il y a toutes sortes de comptes qui sont uniquement néobanques ou banques en ligne, qui n'ont pas tous ces codes un peu stricts de corporate traditionnel.
Merci Hélène. Merci beaucoup, Estelle. Et quant à nous, on se retrouve à très vite pour une nouvelle interview.